Euh, le sous-titre est Entre haine et passion. Euh, et c'est un sujet bien sûr très fort. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur Céline, Philippe Almeras? Je croyais que vous alliez me demander qui a conduit à ce titre. Je ne sais pas tout à fait moi, mais qui m'a conduit à travailler sur vous Céline. êtes professeur vous avez un diplôme de l'université, vous êtes professeur de littérature, docteur ès lettres, vous avez un PhD de l'université de Californie, et qu'est-ce qui vous a fait travailler sur Céline? Sur Céline. On pourrait dire une manière de hasard si le hasard existait. À l'Université de Californie, pour le PhD, il fallait fournir 3 sujets, oui. Entre lesquels le directeur des études graduées, c'est une traduction littérale, choisissait. J'ai proposé un Voltaire, j'ai proposé un nouveau roman, j'ai proposé Céline, avec un objectif très très limité, parce que je ne voulais pas faire de longues recherches sur Céline, il y avait une question de rapidité. Ça fait donc 30 ans que je m'en occupe. Voltaire et Céline, ça va un petit peu ensemble. Le nouveau roman. Oui, le nouveau roman, c'était 3 sujets. Et mon directeur... L'erreur de diagnostic, parce que travailler sur le nouveau roman, ça aurait été long et ennuyeux. Oui, mais ça m'aurait conduit vers une situation très confortable dans l'université américaine, parce que ça m'aurait conduit vers ce qu'on appelle maintenant le déconstructionnisme, et qui est la tarte à la crème qui a envahi, Ah bon, ils déconstruisent là-bas? Ils déconstruisent la littérature? Oui, toute université américaine, tous les départements de français sont à l'heure de Derrida, donc ça aurait été une manière de voir confortable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on déconstruit la phrase, la structure du récit, On va pas s'embarquer, on a décidé qu'on parlait de Céline, on va pas s'embarquer dans un Derrida. Parce que, non, mais juste pour nous expliquer le ridicule de cette thèse. Déconstruction. C'est vu par les Américains une analyse assez littérale des textes, où les mots appellent les mots, sont inspirés par les mots. Enfin, bon, bien. Et, à mon avis, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a pris comme un feu de forêt. Car en fait, on n'a peut-être pas besoin de connaître les choses, il suffit de connaître les mots. Il me semble. Enfin, ça c'est... Là, vous m'avez lancé dans une improvisation. Alors, fermons la parenthèse. Oui. Donc, Céline... Donc, j'ai proposé Céline, passage de mort à crédit à bagatelle pour un massacre. Vous voyez que le sujet était très très limité, puisque c'était 36-37. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui avait fait que Céline était passée de position, comment dire, il avait la réputation d'être communiste, de gauche, etc., à une espèce de radicalisme opposé. Voilà mon sujet. Et puis, l'enquête a fait que, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'hypothèse ne tenait pas debout, et que Céline avait sans doute ses petites idées, comme il disait, avant même d'écrire Voyage au bout de la nuit. Et donc il fallait reprendre tout ça. Et puis alors là sont venues quelques complications aux États-Unis. Parce que on m'a dit que je faisais du militantisme célinien, et parce que il a fallu donc que il s'est produit quelque chose d'unique à l'Université de Californie, c'est que mon comité de thèse s'est évanoui dans la nature. On n'a pas refusé mon texte, on ne me l'a même pas retourné. Ça, c'est la diplomatie à son degré maximum. Il ne fallait pas vous proposer ce sujet-là, alors. C'est moi qui l'ai proposé, n'oubliez pas, j'avais accepté. Bon, techniquement, si vous voulez savoir, entre-temps, celui qui avait accepté le sujet était mort d'une crise cardiaque. C'est pour ça. Voilà, mon patron n'est plus le même, donc ça avait un petit Mais c'est tout à fait sot, l'accusation de militantisme, quand on fait un travail sur un écrivain, parce qu'il est évident qu'on rentre en état de militantisme, on est complètement plein d'un sujet, et on ne peut que parler de lui, et l'évoquer, l'expliquer, et cette attitude tourne forcément au militantisme. Donc c'est une phrase creuse que de vous accuser de militantisme. Oui, on est forcé d'empathiser avec son sujet, ça c'est certain, à un moment quelconque en tout cas. Mais je vous signale que, revenu en France avec la même thèse, je me suis trouvé dans la position inverse.
comme on dit en marketing, mon positionnement était complètement inversé, puisque ici, en France, je suis considéré comme le procureur. On m'a parlé de réquisitoire, on me traite en procureur contre Céline. Et je ne sais pas si on en parlera, mais très curieusement, ceux qui défendent Céline contre moi, sont plutôt situés à gauche. Alors c'est un paradoxe que je n'ai pas encore compris, que je vais peut-être arriver à comprendre, comme vous arriverez vous-même à comprendre le déconstructionnisme. Oui, mais les idées évoluent, hein, c'est ça, sûrement. Non, mais le sujet est... C'est-à-dire que moi je crois d'abord et avant tout que Céline est un sujet passionnel. Voilà. Et que les amoureux de Céline ne sont pas forcément situés d'un côté de l'échiquier politique. Absolument, et que les tiroirs, ça commence à suffire, et qu'on a droit à chacun à aller d'un tiroir à l'autre. Et on l'espère. Et c'est la dernière liberté qu'il nous reste. Ouais. Plusieurs études ont paru sur Céline. Il y a un nombre important de travaux. Je noterai la très belle biographie de Maurice Bardèche, que j'aime beaucoup, les travaux de François Gibault, les travaux de Nicole Debris, bien sûr la grande biographie de Frédéric Vitou. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces textes et votre travail, Philippe Alméras? Bon, eh bien, eux ont pris un point de vue ce qui se comprend admirablement et qui se justifie pleinement. Ils sont partis sauf Bardèche. Bardèche, c'est un cas un peu particulier, parce qu'il a fait surtout une étude littéraire. Tout ce que fait Maurice Bardèche est atypique. Voilà. Mais quand ils ont raconté la biographie, ils sont partis de l'œuvre publiée pour ensuite passer sur le plan vécu. Oui. Moi, d'abord j'arrivais après eux, donc il fallait bien que je me distingue d'une façon quelconque. Je vous rappelle que le titre de la collection, c'est Bibliographie sans masque, donc il fallait enlever un certain masque. Or, le masque de Céline, c'était un masque autobiographique. Il dit « je », ça a commencé comme ça a débuté comme ça, moi j'avais jamais rien dit. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas parlé, qui prend la parole, et c'est jeu d'un bout à l'autre de l'œuvre. Donc, confusion dans l'esprit du lecteur. Beaucoup de lecteurs, je suis sûr, encore maintenant, et parmi les jeunes, lisent Céline au premier degré. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Il m'a semblé donc que le parti pris utile était de ne tenir compte que du vécu et de laisser faire au lecteur son travail. Alors ce vécu est particulièrement riche. Hein. Il y a des hommes qui n'ont pas quitté leur quartier, leur rue et leur bureau. Lui, il a bourlingué, c'est le cas de le dire, de par le monde. Il a tout vu. On va énumérer quelques-unes de ses visions. On commence par son enfance, et là on voit très bien qu'il a tout inventé de son enfance misérable. Il est né dans une bonne famille avec un peu d'argent, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on le retire on retire quand même de l'école très jeune. Oui. Pour lui faire apprendre les langues en travaillant en Allemagne et en Angleterre. En étudiant, on lui fait interrompre l'école pour aller pour être lancé quand même dans la vie. C'est tout de même mais d'un point de vue original déjà ça. C'est une éducation très moderne. Oui. C'est une éducation. Les parents, le père a une partie de baccalauréat, il est gratte-papier à la compagnie Le Phénix, il gagne assez honorablement sa vie, il y restera toute sa vie, il ne faut pas faire de misérabilisme, mais ils ont plus d'ambition pour le jeune fils unique, c'est très important, c'est un fils unique, hein, et qui est très choyé. Et ils ont beaucoup d'ambition pour lui et ils veulent qu'il réussisse et qu'il réussisse en affaires. Et pour réussir, l'ambition, c'est qu'il devienne acheteur des grands magasins. Oui. Et donc, il faut qu'il connaisse bien l'allemand et qu'il connaisse bien l'anglais. Oui. Et on va lui fournir ça. Mais je vous signale que quand même, quand il est en Angleterre, il est dans une excellente école, et dans une excellente école dans laquelle on n'enseigne pas que l'anglais.
Oui, dans oui, une oui. certaine mesure. En Allemagne, C'est vrai. dans une Realschule, Oui, dans oui. laquelle on n'enseigne pas que l'allemand. Oui, oui, c'est exact. Oui, Donc oui. il Oui, oui. il continue finalement sa formation secondaire. Oui, oui, vous avez raison, oui. Mais il ne vise pas le baccalauréat Mais pas- qui était comment dire, La voie royale à la l'époque. voie royale à l'époque. Voilà. Enfin, c'est tout de même déjà un début complètement Atypique. ah non, atypique. Atypique. Alors ensuite, il faut qu'il fasse son service militaire. Et alors là, autre chose étonnante, il s'engage dans les compagnies de cuirassiers. Vous trouvez ça étonnant? Mais 3 ans. Ce qui me frappe, c'est 3 Oui, ans. mais il travaillait chez La Cloche, les bijoutiers de la place Vendôme. Oui. Le fils La Cloche, au même moment, fait la même chose. Ouais. C'est une question Oui. de lancement d'appel, c'est une question un petit peu pratique. Ouais. La loi de 3 ans est dans l'air à ce moment-là, donc il n'a rien à perdre. Chez les Détouches, puisqu'ils s'appellent Détouches, Oui. à l'origine, tout est pesé, calculé. Ce sont Ouais. des petits bourgeois très organisés. Et on cherche une caserne qui ne soit pas trop loin, et on décide que ce sera Rambouillet. Voilà. Alors Rambouillet, c'est un endroit étonnant puisque c'est le château de la duchesse d'Uzès avec cette forte personnalité, extraordinaire personnalité. Et puis, un personnage tout à fait étonnant, Sébastien Faure et sa ruche. Vous oubliez le président de la République, Oui. qui a un petit château aussi. Oui, là, oui, non, dans mais les ça environs. me... Oui, mais à mon avis, c'est ce qui rend Rambouillet absolument étonnant. Oui, vous avez c'est vrai, l'anarchie, vous avez raison, oui. vous avez l'anarchie, vous La avez la République noblesse et et vous avez la République. Absolument, absolument. Mais là, je ne crois pas que ce président de la République ait aucune influence sur ce brave Ferdinand. Par contre, Sébastien Faure est une figure haute Vous en le pensez? couleur. Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais Et avez-vous quelle est son remarqué, influence? vous êtes la première lectrice à le relever. Vous avez remarqué que je Oui, parle mais de vous savez, Sébastien Faure, je mais ne que lis pas comme les je ne autres. tire pas de fil, je ne tire pas de fil vers Céline. Non, non, mais... Je laisse aux gens. Oui, non, mais c'est à évident. mon avis, C'est évident. à peu près. Oui, mais j'étais Ouais. le premier à le mentionner, Sébastien Faure. Ouais. C'est donc c'était pas si évident que ça. Ouais. Je laisse le lecteur Oui, enfin, de mort à crédit oui. faire le rapprochement avec Courcial des Ouais, Perrères, bien sûr. dont il n'existe pas des bottes. Ouais. Alors tout le monde avait. Oui, j'aime bien votre mentionné expression, quelque chose. il n'en existe pas des bottes. Ah oui. Ça m'amuse beaucoup. Ça, elle n'est pas à moi, elle est à Céline. Céline, ouais. Je connais pas assez bien l'œuvre de Céline pour... Ouais. Il y a de l'argot. Hein. Bon alors, Sébastien Faure, racontez-nous, c'est un anarchiste. C'est un anarchiste Dreyfusard, Oui. un peu franc-maçon, ce qui probablement, et même je crois qu'il est franc-maçon, ce qui facilite un petit peu les choses parce que ça lui facilite les relations avec les gendarmes locaux par exemple. Quand il crée j'allais dire le familistère de la race rénovée, mais ça c'est du Céline. il crée, je ne sais plus comment ça s'appelle, la ruche. Ça s'appelle la ruche, qui est, c'est très curieux, ou qui doit accueillir des garçons et filles. La duchesse d'Uzès, qui avait apporté sa contribution, quand elle apprend que c'est une éducation mixte, elle se retire sûr. avec horreur. Bien Bon. sûr. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'ils doivent être, c'est un petit peu du Rabelais, ils doivent être sains de corps et d'esprit, c'est-à-dire ce sont des individus sélectionnés qui vont se trouver élevés ensemble avec des heures et des malheurs, car la ruche ne vit qu'avec les conférences sur l'anarchie de Sébastien Faure, qu'il fait à travers conférences payantes et contradictoires qu'il fait à travers la France. Oui. Et il rapporte l'argent et la ruche est entretenue grâce à son activité d'orateur. Bon. Alors, Céline a sûrement assisté, il a Céline a approché. rencontré, nous le savons, lui cavalier, il était déjà maréchal des logis quand il faisait des manœuvres ou de l'entraînement en forêt, et il passait devant la ruche, et alors il y a une scène tout à fait célinienne. Céline n'a pas vu que c'était mixte, il n'a vu que les filles. Il n'a pas vu de garçon. Et il a vu... Comme quoi on voit vraiment que ce qu'on veut voir dans la vie. Normal. Et il était interpellé. Alors ça va créer chez Céline, au second degré dans sa fiction, une figure récurrente, c'est la jeune anarchiste, mal embouchée et belle fille.
qu'on va retrouver dans Moracati, qu'on va retrouver partout. Et il décrit ses rencontres avec les Ruchardes comme ça, comme c'est une scène déjà de fiction. Il l'a donc intégré à sa fiction. Alors, la guerre arrive, et là, vous nous donnez quelques lettres qu'il envoie à ses parents, et on voit que le jeune Céline écrit remarquablement, que son ton est posé, et que c'est un style noble. Voilà ce que nous allons entendre. Donc il est sur le front, il est très très... Il s'appelle Destouches. Il s'appelle Destouches. Il y a une période dans laquelle il va se faire appeler Louis Destouches. Destouches, oui. 3 mots. Oh, il détache. Et il se relie au chevalier Destouches. Il se marie avec une jeune femme à Londres sous le nom et le titre de lieutenant Louis Destouches. Il a une promotion joli comme tout. Une promotion militaire. Complètement fictif, mais très joli. Beaucoup d'imagination. Et quand il signe Louis Destouches, il écrit comme Louis Destouches. Son style est un style qu'on va retrouver, y compris jusqu'à la fin de sa vie, dans des lettres à Gaston Gallimard. Céline prend le ton aristo. Pour parler à Gaston Gallimard. Pour le rappeler aux bonnes manières. Et quand il veut. Ça c'est très amusant, oui. Ça c'est très amusant de voir comment il pianote, il utilise le piano. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission ou l'orgue. Les récentes là. Non, avec les très belles les interviews. Oui. C'est le contraste entre la première interview à Dumayet et la deuxième interview à Powell. Le ton est complètement différent. Ce sont deux voix, pour moi, deux voix différentes. On m'a seulement beaucoup parlé de la dernière phrase de Céline à la fin de sa vie. Les gens sont si lourds, et depuis qu'ils ont des voitures, ils sont encore plus lourds. Je trouve que cette phrase... Vous n'êtes pas venu à pied ici. est remarquable. Très lourd. Oui, mais enfin... le culte de la voiture... Le culte de la voiture est tout de même... a atteint tout de même un degré un petit peu élevé aujourd'hui. Alors, voyons ces deux lettres qui tranchent parfaitement par rapport aux Céline que nous connaissons. Il écrit donc à ses parents. Premier extrait. Quant à moi, je ferai mon devoir jusqu'au bout, et si par fatalité je ne devais pas en revenir, soyez persuadés pour atténuer vos souffrances que je meurs content et en vous remerciant du fond du cœur. Deuxième extrait. La lutte s'engage formidable. Jamais je n'ai vu et verrai tant d'horreur. Nous dormons à peine 3 heures par nuit et marchons plutôt comme des automates mus par la volonté instinctive de vaincre ou de mourir. Pas de nouveau sur le champ de bataille, presque sur la même ligne de feu depuis 3 jours. Les morts sont remplacés continuellement par les vivants, à tel point qu'ils forment des monticules que l'on brûle et qu'à certains endroits on peut traverser la Meuse à pied ferme, sur les corps allemands de ceux qui tentèrent de passer et que notre artillerie engloutit sans se lasser. Alors, toujours là, le style noble, mais déjà des images étonnantes. Et la fabulation. Et la fabulation. L'amoncellement de cadavres d'Allemands dans la rivière. Son régiment, à cette date-là, je ne connais pas par cœur mon propre texte, mais je crois que son régiment, à ce moment-là, devait avoir un blessé, pas encore un mort. Ils sont dans l'Est et il ne se passe pas grand-chose. Et il ne se passe pas grand-chose sur la cavalerie. Mais ce qui est fondamental chez Céline, le jeune Destouches, enfant ou après, c'est cette faculté de transformer tout ce qu'il vit en une histoire, en une épopée. Et il est clair même sur le plan... c'est important ce que vous dites parce que nous allons lire un très beau texte sur le lyrisme après. Oui, non, c'est absolument... moi, il y a une histoire qui m'a peut-être inspiré, une expérience vécue, a peut-être inspiré le ton de ce livre, c'est la visite que j'ai faite à Copenhague dans sa prison et dans son appartement où j'ai pu voir l'impossibilité du récit qu'il a fait par exemple de son arrestation. L'impossibilité, et nous avons les
comptes rendus les rapports de police, nous avons les comptes rendus des journaux. C'est absolument impossible. Et or, il se trouve maintenant que l'encyclopédie danoise a repris la version fictive de Céline. Et c'est celle que vous oppose la locataire ou la propriétaire de l'appartement, qui vous dit voilà comment ça s'est passé. Alors que ça n'est pas possible. Mais à vous entendre, il dit vraiment n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Mais un écrivain a le droit, de toutes les façons. Un écrivain a tous les droits. Oui, oui, il ne dit pas n'importe quoi. Il dit, ça n'est pas fou, il ne faudrait pas qu'on se méprenne. Moi, quand je fais ça, je ne veux pas faire mon petit Henri Guillemin, je ne veux pas le démasquer de ce point de vue-là, etc. Je veux simplement qu'on puisse faire la différence entre la poésie et la vérité. Absolument, mais Balzac a fait la même chose. La biographie de Pierre Sépriot de Balzac, on voit comment il a rêvé son amour avec Madame Hanska et que rien ne s'est passé comme il le raconte. Comme il le raconte. Et l'ouvrage de Pierre Sépriot est absolument décapant de ce côté-là. Peut-être que la vérité de Balzac est vrai, si je puis dire. Et puis il y en a un autre grand. C'est-à-dire que il y a un autre grand affabulateur qui s'appelle Monterland. Il y a une transposition constante de quelque chose qui est fondamental, qui est une humiliation quelque part. Et donc il va transposer tout dans un registre populaire qu'il estime populaire, qu'il estime devoir le faire lire. Mais pourquoi humiliation? Pourquoi humiliation à ce moment-là? Il n'y a pas. Vous avez tout à l'heure mentionné, je crois, la chose, c'est qu'il n'a pas son bac. C'est que... Ah oui eh ben oui, il n'a pas son bac. Ça lui... Oui, parce que ses parents l'ont retiré. Ça le met à part et il n'aime pas. Ses parents l'ont retiré à un moment de l'école secondaire privée dans laquelle il l'avait mise. Alors, parce que Fernand, le père, a jugé qu'il n'avait pas d'avenir de ce côté-là et que même voulait qu'il réussisse dans les affaires. Mais il n'empêche qu'ils l'ont traité comme un jeune crétin. Oui, et que je crois, parce qu'il a beaucoup passé. Alors, quand il nous dit, il dit aux journalistes, j'ai été dans une fabrique de rubans à 12 ans, ça c'est emprunté directement à Dickens. Ma mère était dans une hier, s'est crevé les yeux. Mon père était à la SNCF, il a été révoqué. Enfin, toute cette histoire calamiteuse, c'est la transposition de quelque chose qui est vrai. Comme la guerre, la peur de la guerre, ces monceaux de cadavres qui barrent la Meuse, qui curieusement ne débordent pas, c'est une image... Soyez pas cynique, s'il vous plaît. Une image de l'horreur qu'il ressent, vous comprenez? Donc, c'est vrai. Bon, il est blessé. Il est blessé. Il est blessé. Moi, j'ai toujours cru que cette blessure était horrible. En réalité, c'est au bras. il est blessé. À la guerre. Je crois que vous disiez moralement. Non, physiquement. Bon, il a connu. Il est blessé moralement, il est blessé la physiquement. Guerre. Il ne faudrait pas croire que tout est faux. Il a connu dans les Flandres, apparemment. Non, puis tout le monde sait que la guerre de 14 n'a pas été une. Oui, mais la sienne a duré 3 mois seulement. Hein. Mais il y en a beaucoup pour lesquels elle a duré très peu de temps. Elle a été sérieuse. Ils sont morts aux premières salves. Oui, il a combattu comme fantassin 8 jours à peu près. Mais Céline, ça c'est une constante de toute sa vie, n'a pas besoin de longues expériences pour tirer une généralisation définitive. Alors il est blessé, il est blessé au bras, il a un tendon coupé, qui ensuite va être au bras, au coude. Ensuite, il va être réparé, si je puis dire, et on va utiliser l'électricité pour la rééducation, etc., etc. Et puis, logiquement, il devrait être renvoyé sinon dans son corps, du moins dans un emploi plus sédentaire. Or, pas du tout. Il est envoyé à Londres, mais ensuite il va se trouver réformé. Cette réforme, je veux dire, est ce que je trouve le plus étonnant dans sa biographie, qu'il ait été réformé. Car, alors, ensuite, cette blessure au bras va peu à peu se transformer dans sa tête, si je puis dire, il va prêter à sa doublure Bardamu comment ça s'appelle, l'ouverture du crâne? Trépanation. Une trépanation. Et puis ensuite, moi j'ai vu des témoins de la vie de Céline qui m'ont dit on pouvait mettre un point dans le trou qu'il avait dans la tête. Ce qui prouve que l'imagination est contagieuse. Et il ne semble pas qu'il ait eu
quoi que ce soit. Alors, il s'est plaint continuellement pendant sa vie de bourdonnements d'oreilles qui étaient peut-être probablement dus à de l'hypertension, mais qui ont été attribués, suivant les circonstances, à la malaria, ceci, à cela. La seconde femme de Céline disait que c'était des bouchons dans les oreilles. Bon, chacun a sa version. Mais lui-même s'est beaucoup plaint de la tête. Alors, il est réformé et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est réformé. À ce moment-là, eh bien, il part pour l'Afrique. Voilà, comme agent chargé commercial, comme responsable d'usine. C'est pas une usine, c'est une plantation. Une plantation, qui se trouve au Cameroun, qui vient d'être conquis par les caoutchoucs. Oui. Et il part là-bas. Découverte de l'Afrique, c'est tout de même. Découverte de l'Afrique. C'est tout de même pas rien. Et découverte de l'argent. Car il dit lui-même qu'il est en train de réaliser une petite fortune et il a un complice à l'époque qui est un sergent blessé comme lui qui s'appelle Milon. Céline aura toute sa vie, c'est pour ça que nous sommes renseignés sur sa vie. Céline a écrit beaucoup de lettres et très curieusement ses correspondants ont gardé toutes ces lettres avant même qu'ils ne deviennent Céline, alors qu'ils n'étaient que des touches. Je suppose qu'on ne jetait pas une lettre de Céline. Oui, mais on ne jette pas une lettre de Céline à partir de 32 si vous voulez, mais les gens les ont gardés alors qu'il n'était personne. Il était... Non, mais ça n'a pas de rapport avec la célébrité. Vous recevez des lettres qui sont parfaitement écrites avec une force intérieure, vous les gardez, d'X, Y ou de Z. Je suis pas sûr que les lettres d'Afrique étaient si bien écrites que ça. Là, il fait ses gammes, il tâtonne, il apprend à la fois la grammaire, l'orthographe... Et c'est là qu'il commence à écrire. Comment? C'est là qu'il commence à écrire. Il envoie à une... Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, on est assez isolé, il a du temps. Exactement, il est tout seul, il se décrit lui-même, ça c'est quelque chose de, je ne sais pas si Tardy lui a fait un sort à cette image, il se représente lui-même avec casque colonial sur la tête, avec lunettes vertes parce que le soleil est ultra dangereux. N'oubliez pas que c'est un enfant de 1900 et de la ville et de l'époque de Pasteur où on connaissait les microbes, on ne savait pas y parer. Et donc tout est redoutable. Il pense que le soleil dissout les globules rouges, il pense que les moustiques à partir du soir amènent toutes les maladies, donc il vit entouré de gaz et etc. De protection.
à étudier la médecine? Quel est le rapport? Eh bien, il revient en France, il travaille un petit peu dans le journalisme, et puis le copain Milon lui propose, semble-t-il, un job, comme on dit ou on ne dit pas, à la fondation Rockefeller, qui fait de la lutte anti-tuberculeuse. Et voilà comment il découvre la médecine. Il se transforme en militant contre le péril du bacille de Koch. Et il va faire de la prophylaxie. Il n'arrêtera plus. Je veux dire. Mais en fait, oui, c'est un homme qui a besoin de faire de la prophylaxie. Il a besoin de militer, il a besoin de prêcher, il a besoin d'une cause. Voilà. Et puis à Rennes, alors, parce qu'il y a toujours quelque chose de très, il y a un côté réaliste quelque part chez Céline. Il rencontre à Rennes la fille du directeur d'école de médecine. Oui. L'occasion fait le larron et il l'épouse. Pas tout de suite, parce qu'il semble bien qu'il y ait eu le professeur Follet ait mis comme condition qu'il ait d'abord ses baccalauréats. Oui. Et il passe ses baccalauréats en un été, les deux, avec quelque chose que je n'ai pas encore compris pour ma part, c'est avec un 16 en latin, langue qu'il n'a jamais étudiée. Alors, François Gibault parle bien d'études faites avec un curé de village, mais moi qui suis, pour vivre, un peu professeur de langue, je suis émerveillé. Mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas appris le latin en Angleterre et en Allemagne, puisqu'on apprenait aussi le latin dans ces écoles? Parce que dans les Realschule allemandes, il n'y avait pas de latin, et parce qu'en Angleterre, dans les écoles dans lesquelles il est allé, il n'y avait pas de latin. Et qu'en Angleterre, dans les cours que nous connaissons, il faisait beaucoup de golf, il faisait beaucoup de tennis, mais il ne faisait pas de latin. Donc... mystère, il y a encore donc des mystères. Oui, bien sûr, il y en a encore beaucoup, et je crois que toutes les malles ne sont pas absolument ouvertes. Il semble que Edith Follet dit qu'elle a brûlé toutes ses lettres, malheureusement, sa première ou seconde femme, suivant que vous considérez le premier mariage du lieutenant des Touches comme valide ou non. Oui. Et donc il y a encore beaucoup de mystères, c'est pas... Elle a dit qu'elle avait brûlé toutes les lettres, mais elle vit toujours? Non. Moi j'ai rencontré, comme je rencontre la plupart des témoins de la vie de Céline, j'ai fait une enquête personnelle tout à fait consciencieuse, et comme j'espère les autres biographes, et en tout cas, elle dit qu'elle n'a pas gardé de souvenirs de mais elle est morte, ces malles ont été ouvertes, parce qu'il y a les choses que les gens disent. Tout ce que nous avons nous arrive par Meudon. C'est-à-dire que la mère de Louis des Touches, Céline, est morte en 1945, et tout ça a été conservé par l'oncle Louis, qui était marchand de parapluies rue Lafayette, et qui ont gardé tout ça. Et nous avons la malle familiale, nous arrive par Lucette des Touches et François Gibault. Et nous savons absolument tout sur l'écolier Céline. Et ensuite, nous savons tout par les lettres qu'il envoyait en général à des amis qui ont gardé. Il y en a une qui a emporté, qui était juive, qui était viennoise, et qui a emporté les lettres de Céline au fin fond de l'Australie. Ah oui, et que vous êtes... Ça a été retrouvé, c'est pas moi qui les ai retrouvés, c'est un Colin Nettlebeck, qui est un chercheur célinien, qui les a retrouvés, qui les a publiés dans la NRF, et tout ça arrive. Il y a encore quelques correspondances. Moi, je vais publier en septembre les lettres de guerre, des lettres à des amis suisses, et des lettres à... je suis partout, car... non, je crois pas. Des lettres, non, moi je crois. Écoutez, des lettres d'une violence étonnante. Ma position personnelle, c'est qu'on a le droit de tout lire et donc de tout publier. Je suis très libertaire. Malheureusement, c'est une position. Tous vos auditeurs, je suppose. Oui, comme nos auditeurs, mais c'est une opinion assez peu répandue, puisque les pamphlets sont encore interdits. Non, ils ne sont pas interdits. Ils sont pas interdits. Non, il y a toutes sortes de légendes. Tout ce qui touche à Céline fait naître la légende. Il a comment dire, il a
il est contagieux, Céline. Il lui-même fabriquait de la légende, et autour de lui, il y a de la légende. Pas du tout. Il a, lui, demandé, il a exclu ce qu'on appelle les pamphlets. Mais je vous signale qu'il y en a un qui est réédité, qui s'appelle Mea Culpa, qui est un pamphlet. Celui-là est anticommuniste, donc il passe, si je puis dire. Mais il a exclu du contrat avec Gallimard les Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les beaux draps. Mais c'est une position d'auteur, si vous voulez, que les ayants droit peuvent réviser. Oui. Je croyais que Lucette des Touches ne voulait pas qu'on révise. Elle ne veut pas, et c'est la position de l'ayant droit. Ah, oui, mais quand vous entendez dire qu'on vient de saisir sur les pamphlets, c'est absurde, il n'y a aucun fondement juridique à la chose. Moi, je ne suis pas avocat, mais il n'y a pas de fondement à mon avis. Monsieur, on trouve à la FNAC et même à la FNAC, et Mein Kampf, donc il n'y a pas de raison. Et je crois que c'est une bonne chose du tout. Et je crois que c'est une bonne chose de savoir ce que les uns et les autres écrivent. Et je ne crois pas que le fait de lire les pamphlets de Céline rendrait qui que ce soit antisémite. Bien sûr. Bon, avant d'aborder ce sujet, on va passer une bobino qui invite les auditeurs de Radio Courtoisie à la fête de Radio Courtoisie le dimanche 26 juin. Vous serez Dimanche 26 juin, fête de la courtoisie. Au Palais de la Mutualité, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres dimanche 26 juin de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est que de 150 francs pour la journée, buffet campagnard et vin de Radio Courtoisie compris. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque accompagné d'une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 26 juin de 10h à 19h, fête de la courtoisie au Palais de la Mutualité, entrée 150 francs. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Oui, mais... Alors à propos d'édition, Philippe Almeras, nous sommes sur votre Céline, publié chez Robert Laffont, biographie sans masque. Vous évoquez tous ces rapports avec les éditeurs et c'est assez étonnant parce qu'il est d'une... C'est un auteur extrêmement difficile. Il réclame 18%, il passe son temps à les engueuler, en quoi je crois qu'il a parfaitement raison, mais il les mène comme des chiens. Il a fait l'éducation, on peut dire, de Robert de Noël, car il l'a amené en 3 étapes au 18%. Oui. Et puis il l'a amené non seulement au 18%, mais pendant la guerre, pendant l'occupation, il a un contrat qui prévoit qu'il sera payé feuille par feuille et en numéré, en billets, feuille par feuille, à la livraison de la feuille. Et pas par chèque, parce que il y a un mauvais souvenir entre De Noël et lui d'une traite qui avait été contestée. Alors voilà une lettre qu'on va lire, qui est d'avant-guerre, une lettre à De Noël qui est absolument extraordinaire. Voici l'extrait. Je vais vous guérir une fois pour toutes de vos malices et de vos chinoiseries. Escroc, si demain à 4 heures je n'ai pas cash les 89 838 francs 60 et le compte voyage intégral 4 juillet. Il faut imaginer l'affolement chez De Noël, le branle-bas pour réunir la somme au centime près, faute de quoi l'auteur vedette sera perdu. Cet auteur qui terrorise les éditeurs, j'avoue que quand on connaît la pauvre condition des auteurs qui sont payés tous les ans avec un lance-pierre pour lesquels non mais qu'on soit vedette ou qu'on soit pas vedette, les comptes d'un éditeur doivent être honnêtes et réguliers.
et avec des tirages dont on ne sait absolument jamais de quoi de caisse. Céline menaçait toujours de Noël d'une descente chez les imprimeurs. Il voilà. demandait des certificats de tirage. Évidemment, mais c'est Céline qui était dans le vrai. Puis Céline a toujours un excellent jugement de la réalité. Et, oui, c'est bien pour ça qu'il faut rappeler qu'il ne travaille pas seulement dans la fiction. Il y a, chez lui, quand il fait de la fiction, il dit quelque part, je fais le clown, mais je n'en suis pas un. Alors, la guerre arrive, la Seconde Guerre arrive, il la sent venir, il fait partie de ces gens extrêmement lucides qui voient très très bien la guerre. Et peut-être avant, nous devons partir en Amérique. Partons en Amérique parce que... Je suis resté 12 ans. Oui, partons en Amérique parce que nous allons avoir là l'origine de son antisémitisme. Pourquoi part-il aux États-Unis, Philippe Elmeras? Pour guider, comme guide, pas du tout comme immigrant, comme on peut le croire par Voyage au bout de la nuit, par la version de la galère, etc., etc. Donc il va là-bas pour le compte de la SDN diriger un groupe, une mission d'étude de ce qui va devenir l'Organisation mondiale de la santé. Et il passe 5 semaines aux États-Unis et il va passer à Détroit chez Ford 24 à à heures, qui vont curieusement se transformer dans sa biographie en 4 années médecin chez Ford. Et alors voilà son état d'esprit, enfin les relations que vous faites de ce séjour chez Ford et le portrait de Ford que vous nous donnez, qui est certainement un portrait qu'on ne connaît pas. Nouvel interprète du rêve américain, Henry Ford est aussi la quintessence du WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Il revendique ses traditions et ses valeurs. À Détroit, disent ses biographes, il lui arrive d'interrompre une réunion du conseil d'administration pour entraîner ses collaborateurs, recrutés à son image, dans une square dance, un quadrille folklorique, un peu comme si Louis Renaud avait fait chanter Là-haut sur la montagne ou Colchic dans les prés sur l'île Seguin. Ford est isolationniste. Pendant la guerre, il a armé un bateau appelé La Paix pour prêcher le pacifisme aux nations européennes en guerre. Depuis, il a identifié ses propres ennemis, que sont ceux de l'Amérique, les banquiers, les juifs, l'alcool, le jazz. Cette musique de la subcontrol des esclaves est diffusée par les juifs de New York, qui contrôlent aussi le commerce illégal d'alcool. Il mine ainsi le corps et l'âme de l'Amérique blanche. Dans son rapport à la section d'hygiène, le docteur Détouche fait de l'ironie. Chez Ford, écrit-il, les examens médicaux ne sont destinés qu'à prévenir des recours futurs et pour la documentation de Ford et peut-être pour son amusement. On peut imaginer, conclut-il, Henry Ford, vaincu par ses propres ingéniosités, dirigeant seul avec quelques hommes chimpanzés cette monstrueuse usine de plus en plus prolifique. Le premier lecteur de ce rapport est Ludwig Rachmann, et sans sortir du ton objectif, Louis Détouche laisse aller son imagination dans le bon sens. 3 ans plus tard, la confrontation entre l'industriel et la communauté juive américaine va éclater. Celle-ci le soumet à un boycott. Il doit non seulement s'aborder son journal, mais publier une lettre de rétractation. Entre ses entreprises et ses idées, il a choisi. La graine recueillie au vol à Détroit ne va cesser de croître. Céline dira plus tard avoir été médecin des années chez Ford. Plus de 4 ans, précise-t-il. Et lorsqu'il aura quitté Genève, il s'inspirera de Ford dans ses essais de médecine sociale, préconisant non seulement la mise au travail de tous, mais l'intégration de la médecine à l'usine. Alcoolisé à mort, les Français lui paraîtront justiciables de la méthode de Détroit. C'est très intéressant ce que vous nous dites là sur cet antisémitisme américain de Ford. Personne n'avait lu dans Voyage au bout de la nuit, c'est dans page 72 de l'édition de poche, une petite note très curieuse dans laquelle on sort de la guerre de 14 et Bardamu va danser dans la cave de l'Olympia, qui était un bar de l'époque. Et il dit déjà notre après-guerre, c'est une citation libre, déjà notre après-guerre
faisait ses premiers pas sur une musique négro-judéo-saxonne. Ça se trouve dans Voyage au bout de la nuit. Et des générations de lecteurs ont négligé cette petite chose. Et ce négro-judéo-saxon, moi, m'avait frappé. Je l'ai lu quand j'étais aux États-Unis. Je ne connaissais pas encore véritablement Ford. Mais que le jazz soit noir, tout le monde le sait, enfin, c'est indéniable. Mais l'idée qu'il y avait du judéo là-dedans était complètement très curieuse. Et un jour, je suis tombé sur, j'ai eu la curiosité parce que je cherchais les 4 années chez Ford, j'ai donc écrit chez Ford, j'ai donc fait mon enquête chez On Ford. vous a dû vous envoyer un texte sur Ford? Non, pas vraiment, mais j'ai consulté à la bibliothèque tout ce qui touchait autour de Ford et je suis tombé sur le Dearborn Independent, qui étaient les journaux créés par Ford, sur des biographies avec des attaques antisémitisme d'une violence. Ou des attaques anti-Ford. C'est-à-dire, il y a eu, j'ai découvert que Ford avait été, ce que j'ignorais totalement, et ce que, en général, on ignore, que Ford avait été au cœur d'une campagne, d'une polémique et d'une... L'histoire de Ford préfigure ce que va être la position de Céline en 37-36. Autre détail biographique qui est très important, c'est le sujet de sa thèse sur Semmelweis. Et est-ce qu'il n'y a pas eu... Alors, Semmelweis est un médecin... on croit qu'il meurt pratiquement fou après avoir trouvé une idée tout à fait révolutionnaire sur les soins apportés aux fièvres puerpérales. Toutes les femmes meurent en couche, enfin beaucoup de femmes meurent en couche, sinon toutes les femmes est un peu exagéré, nous ne serions pas ici pour le dire. Oui. Mais enfin, la mortalité est très élevée. Et cet homme dit qu'il faut seulement que les médecins, les accoucheurs et les sages-femmes se lavent les mains avant de procéder à leurs actes. Et quand ils reviennent de faire, spécialement quand ils reviennent de faire des anatomies, c'est ça, comment dit-on quand on... Disséquer des cadavres. Disséquer des cadavres. Oui, alors évidemment que l'idée ne leur soit pas venue nous frappe aujourd'hui. Alors, il va faire un plaidoyer pour Semmelweis et est-ce qu'il ne va pas un peu s'identifier à cet homme? Au moins le temps de la rédaction de la thèse. Vous savez que en rédigeant cette thèse de médecine, Céline fait sa première œuvre de romancier, car il manipule les chiffres avec une tranquillité extraordinaire. Le chiffre de mortalité ne lui paraît pas suffisant, donc il les triple, il les quadruple, etc., etc. Ce qu'on va retrouver ensuite dans les pamphlets, bien sûr. Mais il est clair qu'il se met dans la peau de quelqu'un qui connaît la vérité et qui en meurt. Et qui meurt. Alors, ce qui lui frappe beaucoup, c'est le fait que, effectivement, Semmelweis semble mourir de ce qu'il a dénoncé. Il semble que Semmelweis se soit fait une blessure après avoir fait une dissection avec un scalpel, et qu'il est donc mort de la fièvre puerpérale. Alors, autre action décapante, il va en Russie et il va voir ce qu'est la Russie et à son retour, il va écrire une lettre tout à fait étonnante que je vais demander à Jacques de lire parce qu'elle est... Si vous la retrouvez, oui. Mais bien sûr, la voilà. Peut-être commencer le début du paragraphe. Voilà. Oui. Et là, on va retrouver le vrai Céline. De Russie, il ne rapporte pas un kopek, mais quelques convictions supplémentaires. Une carte postale, envoyée de Leningrad le 4 septembre à Jean Bonvilliers, signée Louis F., donne au dos d'une vue du palais impérial ses premières impressions de Russie. Merde! Si c'est ça l'avenir, il faut bien jouir de notre crasseuse condition. Quelle horreur, mes pauvres amis! La vie à Gonesse prend une espèce de charme en comparaison, bien amicalement à vous deux. Il parle aussi d'horreur à Célie Palme et d'ordures monstrueuses à John Marks le 30 septembre. J'aime bien cette vie, cette style, comparaison entre la vie à Gonesse qui a plein de charme en comparaison avec la vie en Russie. Et alors, il y a un très beau texte qu'il faut que nous lisions et qui, je crois, est un petit peu la clé de cette histoire célinienne. C'est l'éloge du lyrisme que vous donnez.
ce texte qui s'adresse à Jean Fontenoy. La France est à refaire. Nous sommes en 41. Oui, nous sommes pendant la guerre. Et il écrit à Jean Fontenoy qui a lancé un hebdomadaire, La Vie nationale. Et voilà ce qu'il va répondre à ce Jean Fontenoy. Peut-être qu'on va lire d'abord la phrase et puis écouter votre commentaire après, Philippe Alméras. Mon cher confrère, toutes ces bonnes choses, ne trouvez-vous pas, eussent gagné à être dites, écrites, surtout 3 ou 4 années plus tôt, sous Blum par exemple. Qui les écrivait alors? Personne. Qui baisait les mules à Blum? Tout le monde. Les bloomistes d'hier sont les hitlériens d'aujourd'hui, à peu de choses près. Et si le vent souffle, les communistes de demain. Les mêmes, vue de dos. Qui faisait les chaussures fera toujours les chaussures. Ce peuple clos, racorni, sans folie, grimacier, sans cœur, tournant rond sans sa raison d'être, chier encore de plus gros colombins. La France n'est plus qu'un énorme concours de vidange. La France est à refaire. Là où il nous faudrait un lyrisme de feu, on nous propose des jus de pandecte. Misère, éternelle connerie de ce pays abruti de raisons prosaïques comme une panse. Nous périssons non seulement de raclées militaires, d'alcoolisme invétéré, de vinasseries inondantes, de juiveries forcenées, de boustifailles éperdues, mais surtout, avant tout, de notre haine de tout lyrisme. La tare n'est pas d'hier, aucun lyrisme de Villon à Chénier. C'est Monsieur Mont sous le ciel mufle. Qui est le lyrisme crève ignoblement. Les poubelles sont là. À vous bien cordialement, Louis-Ferdinand Céline. Voilà. C'est peut-être l'occasion de rappeler que Bagatelle pour un massacre, qui est un pamphlet antisémite, indéniable, est aussi et avant tout un art poétique. Céline le publie à cause de la situation ambiante, c'est aussi indéniable, mais aussi pour une raison tout à fait personnelle. Il vient de publier Mort à crédit, et tout le monde à gauche, et vous parliez tout à l'heure de la lettre à Nizan, et à droite, Brasiac, je crois, n'était pas très très admiratif de Mort à crédit, tout le monde parle d'odeur. On dit c'est scatologique, c'est insupportable, etc., etc. Et Céline répond, et je vous invite à lire, si on en a le droit, la première page de Mort à crédit, dans laquelle il dit il y a des gens qui se croient raffinés et qui ne le sont pas. Et c'est le grand débat. La suite se trouve dans ce qu'on vient d'entendre. Céline estime qu'il est le raffiné. Et alors, naturellement, il va avoir ses propres raisons, qui va être qu'il se voit comme un des derniers de la grande race, si on peut dire. Et ça va inspirer son combat qui jusqu'à l'extrême injustice, jusqu'au bout. Là, ce qui est étonnant aussi, c'est son idée de sa célébration de l'individu. Il a une réflexion assez effrayante. La masse ne compte pas, elle est plastique, quelconque. Elle fait viande, poids de viande, c'est tout. La guerre, la vie le prouve, la masse, la troupe ne valent que par ses cadres, ses chefs. Ça, c'est une lettre inédite. Oui. C'est une des lettres à Henri Poulain de Je suis partout. Et là, vous voyez quelque chose qui cadre mal avec l'idée du Céline anarchiste, humanitaire, etc., qui fait partie un petit peu de sa légende. Là, vous avez véritablement l'aristocrate qui parle. La masse ne compte pas. Il n'y a que les chefs. Et vous ne pouvez pas lire la suite parce que c'est une question de temps, mais il va dire la France n'a plus d'élite, ça il l'a répété tout le temps, et c'est pour ça qu'elle est dans le 36e dessous. Et puis cette dernière réflexion que j'aime beaucoup, c'est « Je l'ouvre comme je veux, où je veux ma grande gueule, quand je veux. » Oui. Quel homme merveilleux. Oui, mais ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher. Toute liberté coûte cher.
toute liberté coûte cher. Il y a un personnage que vous mettez en valeur, et je ne savais pas qu'il avait eu des contacts avec Céline, c'est Théophile Briand. Oui, le breton, voilà, le goéland. Ouais, oui. Ouais. Et qui semble avoir été un ami très... oui, très proche, très proche, avec lequel Céline entretient des relations qui, à mon avis, sont un petit peu curieuses. Ce sont des relations... Il aime Théophile Briand parce que c'est un breton et que c'est un lyrique et que c'est un mystique, mais en même temps il n'apprécie pas trop sa littérature, parce que c'est tout le paradoxe de Céline, c'est que il vous parle de lyrisme, etc., mais quand vous le lisez, vous avez l'impression de lire des grossièretés, et justement beaucoup de scatologie, et de sentir beaucoup d'odeur, etc. Et c'est toute l'espèce de contradiction dans laquelle il s'est mise et qui n'a pas fini de troubler tout le monde, et de troubler les publics divers où ils se trouvent situés. Merci beaucoup Philippe Palmeiras pour ce Céline entre haine et passion dans la collection Biographie sans masque publiée chez Robert Laffont. Je rappelle à nos auditeurs l'invitation de la fête de Radio Courtoisie le 26 juin où nous serons présents avec des invités de cette année et des autres années, parmi lesquels il y aura Jean Raspail et probablement Vladimir Volkov et bien d'autres encore, Suzanne Labin et bien d'autres encore. On m'a demandé de vous communiquer une petite invitation. Il y a un cercle parisien qui s'appelle Un auteur, une idée, qui a organisé un dîner aux chandelles le jeudi 16 juin à 20h. Et l'invitée est Anne Brassy elle-même, qui parlera de la Varande, bien sûr. Et les renseignements sont à demander au 45 24 26 88. Et c'est un dîner aux chandelles donc, qui coûte 160 francs. Voilà, je voulais vous signaler cela, et parce qu'il restait quelques places. Merci beaucoup Philippe Palmeiras. À bientôt, Jacques Lerat. Eh bien, moi, je vais repartir, me replonger dans tous les Célines après cette émission. Oui, au revoir, Anne. Et merci pour ces explications biographiques si importantes pour ce génie littéraire. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous venez d'entendre le livre du jour Les Trésors en poche d'Anne Brassier avec l'assistance de Jacques Lerat, diffusé en direct jeudi 2 juin 1994 de 10h45 à 11h45, en différé l'après-midi de 14h à 15h, vendredi 3 de 6h à 7h et samedi 4 de 19h à 20h. Ce livre du jour a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour l'année 1994, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre du jour. Commandez la cassette pour le prix Franco de Port de 70 francs ou 55 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour la cassette, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle l'adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.